Aujourd'hui, nous allons parler d'une technologie fascinante qui a le potentiel de changer le monde tel que nous le connaissons, l'intelligence artificielle. Plus précisément, nous allons discuter d'un outil très puissant dans le monde de l'IA, ChatGPT. C'est un modèle de langage développé par la société américaine OpenAI, capable de générer du texte en réponse à une variété de requêtes et de questions. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ChatGPT lui-même qui me l'a écrit. Je lui ai demandé de préparer l'introduction de mon émission et il n'a mis que quelques secondes à produire ce texte. Il m'a même suggéré toutes les questions que je pourrais poser à mon invité. Alors cela signifie-t-il que mon travail est terminé, qu'un robot prendra un jour la place des journalistes et de nombreuses autres professions? Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle parce qu'elle va trop loin? C'est avec vous, Laurence de Villers, qu'on va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions liées à l'intelligence artificielle, spécialiste des interactions homme-machine, professeur d'informatique à l'université Paris-Sorbonne et auteur d'un ouvrage intitulé « Les robots émotionnels » aux éditions de l'Observatoire. Alors, le robot conversationnel ChatGPT compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Comment vous décririez ChatGPT à un public non spécialiste ? Alors, ChatGPT, c'est le premier outil d'intelligence artificielle qu'on a dans les mains. Vous êtes d'accord? Avant, on voyait les gens parler de gagner à AlphaGo ou gagner aux échecs, mais ce n'est pas nous qui l'utilisions. Là, le grand pas, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il fait, ce système? Il a avalé un grand nombre de textes. Il a encodé dans son modèle, qu'on appelle un transformer, c'est un modèle en fait de langage. Il a encodé tous ces mots et leur contexte avec la chose suivante. On prend une phrase, on enlève un mot et on essaie de prédire ce mot. Donc on connaît tous les liens entre tous les mots. C'est même pas des mots qu'il connaît, c'est des, j'appelle ça des Lego ou des puzzles, mais en fait c'est des tokens qui sont même en dessous du mot. Ça peut être une racine ou la fin d'un mot. Et à partir de cet ensemble qui est codé sur 175 milliards de paramètres, il va pouvoir nous générer la suite, finalement, d'une phrase qu'on va donner. Alors, ce n'est même pas une réponse à une question. Hein. C'est, je propose, par exemple, de dire les médecins travaillent de façon incroyable tous les jours, 24 minutes, et c'est harassant. Bon, évidemment, je mets un piège dans cette phrase et la machine va me répondre. C'est effectivement horrible. Les médecins travaillent beaucoup trop. 24 minutes, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il n'a pas de notion du tout de ce que c'est que l'heure. Que ce soit 24 heures ou 24 minutes, pour lui, c'est la même chose. Je peux le piéger de maintes et maintes façons parce qu'il est incapable de raisonner. Il produit du texte, les mots les plus probables, une séquence la plus probable, mais sans aucunement de raisonnement tel qu'un humain le fait, avec du sens commun, avec une déduction. Sauf que si on lui demande combien les médecins travaillent-ils d'heures par jour, il est capable d'agréger des données pour nous donner une moyenne. Il est capable d'un peu tout, et c'est en ça qu'il peut être assez imprédictible, donc ça nous amuse. Et en même temps, il sait répondre à certaines questions, parce qu'il va quand même trouver de temps en temps une bonne réponse. Mais il y a quand même à se méfier de ce genre de système. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas de raisonnement. Et par contre, derrière, il y a des filtres qui ne sont peut-être pas éthiques. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets dont il ne parle plus. Au début, il parlait beaucoup plus de religion, de tout un tas de sujets qui maintenant sont occultés et dont le système dit, avec grande raison peut-être, qu'il ne faut pas parler de tous ces sujets. Donc il est paramétré pour ne pas fâcher. Il devient de plus en plus paramétré pour ne pas fâcher, très bienveillant. Alors, il y a plusieurs systèmes encapsulés. Si vous voulez, il y a ces gros modèles de langage. Au-dessus, il y a un système qui a appris à interagir avec les humains, donc il ne répond pas n'importe comment. Et au-dessus, il y a ces espèces de prompts successifs qui font qu'il y a une petite mémoire et qui peut se rappeler ce que vous avez dit avant. Mais il y a quand même beaucoup de fois où il va se tromper sur le long terme. Et pourquoi on en a tant peur? Alors, est-ce que finalement, on en a peur à tort? C'est un objet qui va effectivement révolutionner beaucoup de sujets, mais pas un métier, un travail, une tâche que vous faisiez. Vous pourrez regarder ce que propose ce système tout en le challengeant. Il va peut-être vous agréger des données que vous n'auriez pas vues. Et donc, il faudra s'en servir. Mais il faut s'en servir intelligemment, c'est-à-dire ça repose la question de qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Là, on est en plein dans quelque chose qui peut vous générer, avec beaucoup d'assurance, quelque chose qui est de l'ordre de la fake news totale. Même hallucinante, même drôle, même voilà. Et c'est à nous de raisonner. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas l'interdire à l'école. C'est un sujet que, évidemment, si vous posez un examen, vous n'allez pas donner à l'enfant la solution avec cet outil. Il faut vraiment qu'on l'utilise, que les professeurs l'utilisent pour regarder ce que c'est capable de faire et qu'ils l'utilisent peut-être en classe pour faire de la recherche de données, demander à l'enfant d'élaborer autour de ça, questionner, débattre, comprendre ce que c'est que cette intelligence artificielle. On a les moyens de le faire maintenant,
avec cet outil grand public, on n'aura peut-être pas une fenêtre de tir très grande parce que Microsoft va le racheter et va peut-être l'encapsuler et ensuite il faudra payer pour avoir des accès à ces systèmes qui seront de meilleur en meilleur. Donc, à l'heure actuelle, on peut vraiment le piéger facilement. Alors, je vous encourage tous à regarder comment ça se passe et à dire à vos enfants, c'est des sujets passionnants. Et demain, on aura des outils qui vont nous aider, comme pour la traduction. Tout le monde utilise pour la traduction. Bon, ben là, ça génère de la parole, mais qui n'est pas humaine. C'est la parole artificielle. Effectivement, les professeurs le redoutent parce qu'il est capable plus ou moins de rédiger une dissertation, etc. On va écouter quelques enseignants en Suisse qui se sont exprimés sur la question. Franchement, je ne serais pas du tout capable de détecter un texte humain ou de ChatGPT. On ne peut pas interdire aux élèves de l'utiliser. Par contre, on peut leur dire, si vous l'utilisez dans tel contexte, c'est considéré comme de la fraude et donc pénalisable. Moi, je pense que ChatGPT, comme DeepL, comme plein d'autres choses, sont très très utiles et sont des outils pour aller plus loin. Ça nous rapproche de nos élèves parce qu'on va devoir travailler beaucoup plus à l'oral. Et ça veut dire que l'enseignant va devoir être auprès de son élève, avoir du contact et puis s'intéresser à lui et vraiment à lui. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, certains qui positivent effectivement l'apparition de ChatGPT, au même titre que l'apparition d'Internet. Finalement, c'est une évolution dans la révolution. Voilà, c'est une évolution dans laquelle il faut rester vigilant. C'est-à-dire qu'on voit bien les géants du numérique américains ou chinois monter très vite sur des chats, les Bard ou autres, en Corée ou en Chine, il y a des similaires, en fait, des chats GPT chinois. Nous, on doit en Europe aussi faire quelque chose qu'on maîtrise. Parce qu'on n'en a pas pour l'instant en Europe. C'est-à-dire que les Américains, les Chinois en développent et nous, non. Non, nous, on a développé quand même la première brique, c'est-à-dire le grand modèle qui agrège énormément de mots. On a un modèle de 176 milliards de paramètres qui s'appelle Bloom, qui est accessible pour des milliers de chercheurs et peut-être aussi pour des privés, parce que c'était une collaboration privée-publique avec Hugging Face, qui est une société aussi qui a mis le tempo à tout ça, avec le CNRS, avec le ministère qui a aussi apporté beaucoup de financement pour qu'on ait un calculateur qui s'appelle Jancet à Saclay, qui soit capable de faire des énormes calculs, parce que ça dure pendant des mois d'arriver à faire ces énormes modèles en utilisant énormément de données. Mais il faut se dire que la prochaine étape, ça serait effectivement de l'améliorer en interaction avec des humains, ce qu'on sait faire par ailleurs, et puis d'aller encore au-delà, de proposer un chat Bloom, qui serait donc un module européen fait avec tous les partenaires européens. Est-ce que c'est vraiment une guerre qu'on assiste internationale de l'intelligence artificielle ? C'est une compétition économique. C'est une compétition économique pour laquelle, si on veut que demain nos enfants utilisent ces systèmes à l'école, on ferait bien de faire des outils nous-mêmes en ayant conscience des données qu'on met à l'intérieur, parce qu'on peut aussi mettre des données générées par d'autres machines totalement fake. Ça peut vraiment être à la fois extrêmement bien utilisé, et qui va apporter, comme le disait la personne que vous avez interviewée, plus de richesse, plus de créativité, on va monter le niveau. Ou bien, par paresse, on va prendre ça, et puis ça sera fait aussi par le monde anglo-saxon, avec une majorité de données anglo-saxonnes dans ces systèmes, qui marcheront moins bien sur notre langue, qui marcheront avec des données qui ont été traduites. Vous parliez de paresse, ça incite aussi à la paresse intellectuelle quand même, parce que là, il réfléchit un peu à notre place d'une certaine manière. Même si vous dites qu'il ne raisonne pas, on peut quand même lui demander des choses et il réfléchit à notre place. Typiquement, il a quand même écrit pour moi mon introduction d'émission. Il n'a pas réfléchi pour faire ça. C'est là où il faut poser la question, est-ce qu'il a bien fait le job, quoi ? Donc, même si le résultat est incroyable, hallucinant, comme vous avez dit au début, c'est pas mystérieux. C'est une suite d'algorithmes qu'on utilise avec une suite de données. On veut faire ce projet Bloom et on l'a fait pour justement ouvrir tous ces systèmes et savoir vraiment aux limites de ces énormes modèles ce qui se passe. Et ce qui est stupéfiant, c'est que ça parle très bien, ça écrit un texte sans faute d'orthographe, syntaxiquement tout à fait correct. Et ça, il faut savoir à partir de quels millions de paramètres et millions de mots que je mets en entrée de ce système, je suis capable de représenter la langue française. Est-ce qu'il faut le réglementer, justement, pour éviter les dérives, les arnaques, la désinformation ? Oui, c'est évident qu'il faut se méfier de ce genre de système qui, massivement, peut produire des fausses données. Ça peut inonder Internet. Quand je serai dans un métavers, je peux rencontrer des avatars qui ont ça, effectivement, aussi pour vous parler. Ça peut m'emmener un peu n'importe où. Donc, il est évident qu'il faut normaliser, réglementer. Il faut faire des filtres, par exemple, avec des censures qui soient décidées par des comités d'éthique. Moi, je travaille au CNPE-EN, Comité national pilote d'éthique du numérique,
avec un grand nombre de chercheurs en informatique, mais aussi en philosophie, et on travaille sur les règles éthiques. Je suis aussi impliquée avec le JTC 21, l'AFNOR, qui font des règles pour l'Europe. Et là aussi, on se pose des questions de quelles sont les méthodologies. Il ne s'agit pas de contraindre pour ne pas créer. Il faut qu'on crée une dynamique autour de ces sujets qui devrait attirer autant les filles que les garçons, parce que ça pose des questions à la fois technologiques, mais aussi de société, de philosophie. Qu'est-ce qu'on veut faire demain avec ces systèmes? Comment on peut les brider ou pas? Qu'est-ce que c'est monter au niveau et avoir une machine capable de faire des choses qui nous surprennent? Voilà. Et pour les maîtriser, il faut absolument s'y intéresser. On s'y intéresse, et les médias s'y intéressent beaucoup en ce moment. Est-ce que ça ne risque pas aussi de retomber comme un soufflet finalement? Est-ce que ça peut faire pchit ou vraiment on ne pourra pas se passer de ChatGPT dans quelques années? C'est exactement la même chose que ce que vous faites quand vous traduisez un texte aujourd'hui avec DeepL, qui est aussi fondé sur ces gros modèles de langage. On a bien vu qu'on a augmenté la capacité de traduire en toute langue. Donc c'est maintenant un outil que tout le monde utilise sans se dire quelle horreur, mais où vont mes données, etc. C'est le même problème. Mais là, c'est un système qui va peut-être overpasser, enfin qui va peut-être être un problème pour Google, qui pour l'instant avait pignon sur rue pour aller chercher de l'information sur Internet. Si demain vous avez ChatGPT de Microsoft, qui semblerait être celui qui va le récupérer, enfin qui l'a déjà récupéré, qui pourrait donc interroger Internet et vous renvoyer directement la question, la réponse, pardon, qui n'est même pas une réponse, qui est la suite de ce que vous venez de produire. Bon, ça va peut-être déclencher une bataille là de compètes et des titans du numérique. Attention, ceci dit, quand Google vous propose un certain nombre de champs intéressants pour ce que vous avez posé comme requête de recherche, vous triez. Vous décidez lequel vous prenez. Là, c'est la machine qui va décider pour vous, qui va encapsuler plein de choses, et il va proposer un résultat. Et ce résultat, si vous rechallengez la machine avec la même question, vous risquez d'avoir un autre résultat. Parce qu'elle a pris la première réponse que vous avez eue aussi dans son interrogation de la suite. Donc, il faut lever le tapis, je dirais, sur tout ça. Il faut, je dis souvent, lever le capot pour aller voir ce qu'il y a dans la machine, pour savoir qu'on a une panne ou qu'on voit quelque chose d'anormal. Ça a l'air hallucinant. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Et ça peut nous aider à avoir plus de libre arbitre, à questionner réellement ce qui se passe. On est en plein dans les fake news, la désinformation, on voit des scandales partout. Cet objet arrive dans toutes les mains. C'est le moment d'expérimenter, d'observer ce que ça fait, d'en tirer des conclusions et de le faire à l'école et pour tous. La question qui fâche, c'était cette intelligence artificielle va-t-elle trop loin? On comprend que selon vous, la réponse est non, qu'il faut simplement connaître ses limites et savoir la manipuler. Quelle est la prochaine étape? Mais la prochaine étape, ça va être utilisé partout, ce truc-là. C'est déjà utilisé aux États-Unis pour faire du marketing de fooding, de restaurants, par exemple. Ça permet de générer du texte, mais aussi des images. On a vu Dali, par exemple, qui permettait d'inventer une image. Pour tous les artistes, c'est une manne incroyable. Il y a beaucoup d'imagination à aller chercher dans ces systèmes. Et on peut les utiliser à travers, donc je vous disais, le métavers pour des avatars. On aura des robots demain qui vont utiliser ChatGPT, parce que cette technologie, on voit bien qu'elle est plus performante que tout ce qu'on a eu avant pour interagir verbalement avec une machine. Je dis juste qu'il faut faire attention, ce n'est pas un statut de parole humaine, c'est-à-dire qu'elle a été générée sans conscience, sans raisonnement, sans intention, sans corps, avec quelque chose d'assez artificiel. Et il est important de le garder à l'esprit. Et il est important de le garder absolument à l'esprit, oui. C'est très différenciant de la parole humaine. Donc quel statut? Comment on va gérer ça? Demain, il va falloir se préoccuper de lois, de normes et de règles éthiques. Merci beaucoup, Laurence de Villers, d'avoir répondu à la question qui fâche. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point sur l'actualité.